Mesdames, messieurs, mes enfants, en cette période de fête, je m'en vais vous conter la fabuleuse histoire de John qui rêvait de devenir Père Noël. Alors John était un enfant très sage, très gentil et très généreux, comme on en trouve peu. Même qu'un jour, il avait offert sa peluche préférée, le Pokémon Salamèche, à une petite fille qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Elle était là, elle dormait sur des cartons. En voyant le plaisir et la lumière dans les yeux de cette petite pouilleuse, il réalisa que c'était ça qu'il voulait faire de sa vie, offrir des choses aux autres, devenir Père Noël. Alors en grandissant, c'est devenu une véritable obsession. Un soir, il s'est muni d'une feuille blanche et d'un crayon. Il s'est assis à sa table, tout comme pour rédiger sa lettre au Père Noël. Mais au lieu de ça, il réalisa un calcul. Il calcula d'abord le nombre d'enfants sages sur Terre. Ensuite, la superficie du globe, la taille moyenne des cheminées, la vitesse qu'il faudrait pour réaliser un tel projet. Le projet de distribuer des milliards de cadeaux dans des milliards de foyers pendant l'unique minute que dure minuit. Et par conséquent, la force gigantesque générée par de telles accélérations. Et il réalisa que cette force énorme traversait entièrement et totalement le corps d'un vieux bedonnant, ventripotent Père Noël, qui, quant à lui, garde le sourire et s'envoie un coca. Ce soir-là, John a compris une chose fondamentale. Le Père Noël a des super pouvoirs. C'est là que ça bloquait un peu. John, quant à lui, il avait certes la capacité de crier, de hurler comme une petite fille quand on le faisait sursauter, mais bon, c'est pas super comme pouvoir. Il prit alors son courage à deux mains et se rendit à l'assemblée des pères décideurs de Père Noël. Oui, parce que si le Père Noël ainsi que ses reines ont des super pouvoirs, l'immortalité ne fait pas partie. Imaginez surfer sur les toits enneigés en pleine nuit, en plein hiver, à la vitesse de la lumière, quand on est gros, vieux, bedonnant, manque d'insuline, avec de la neige et de la pluie sur les lunettes. Grave erreur. Les accidents sont inévitables. Dans ce cas de figure, c'est l'Assemblée des pères décideurs de Père Noël, la PDPN, qui choisit un nouveau Père Noël parmi un groupe de gens très célèbres, un groupe de vieux bedonnants généreux ninjas. Alors John s'est rendu à cette assemblée, il a pointé les hommes du doigt et il a dit « Je veux être le suivant ». À ce moment-là, le plus vieux de l'assemblée s'est levé et il a dit « Les règles sont simples, mon enfant. Tu as une semaine pour réaliser un miracle de Noël. » Bon, il s'attendait plutôt à genre un entretien, au pire un QCM. Miracle. C'était cependant tellement énorme pour lui qu'il accepta sans discuter et rentrer chez lui. Et à partir de ce moment, il n'a eu de cesse de penser au miracle de Noël. Qu'est-ce qu'un miracle de Noël ? Qu'est-ce qu'un miracle ? Cette planète a-t-elle déjà connu des miracles ? Depuis 4,5 milliards d'années que la Terre existe, quel miracle a-t-elle vu ? Et là, ça l'a frappé comme une évidence. La vie. S'il est une chose miraculeuse, c'est bien la vie. C'est à ce moment que John a eu une idée incroyable. Il allait fabriquer sa propre forme de vie. Ça, ce serait un miracle de Noël. Pour fabriquer sa vie, il devait tout d'abord comprendre celle d'ici. Alors il décida de débuter son enquête auprès des honnêtes gens. Est-ce que tu pourrais me montrer quelque chose de vivant ? De vivant ? Ouais. Est-ce que tu peux me montrer une chose vivante là ? Ça ? Tout ce qui est autour de nous ? Pour me montrer quelque chose de vivant, par exemple. Qui nous entoure ? Quelque chose de vivant. Quelque chose de vivant. Mais la barrière, elle est vivante ? Je pense que la barrière elle est vivante, mais pas de mon point de vue.
La vie, ce sont des structures animées avec Oui, mais, Qui grandit ou qui change de forme. oui, mais des cristaux, une roche, ça change de forme. Ouais. C'est vivant. Ben, je dirais oui et non. Finalement, la vie, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement. Je pense que la vie, elle n'est pas forcément animée et aussi inanimée. Alors c'est vrai qu'un immeuble comme on peut voir là, on va dire qu'il n'est pas vivant, mais en même temps c'est vrai qu'il y a des échanges thermiques, des échanges gazeux, il se passe quelque chose par rapport à son environnement. Putain, c'est quoi cette question con là? Non, il comprit rapidement que quelque chose n'était pas très clair dans l'esprit des gens, il fallait qu'il change de tactique. C'est là que John s'est posé la question. Y a-t-il des règles pour l'existence de la vie? Y a-t-il des lois? Déjà, la vie pour pouvoir exister a besoin d'un monde. Un monde qui l'abrite. Alors John conçut un monde, le monde le plus simple possible. Un monde plat en 2 dimensions. Il l'appela la grille. Alors c'était un monde parfaitement inerte, où rien n'arrive jamais. Mais John, tel un dieu, fit quelque chose d'extraordinaire. Il donna à chacune de ces cases un pouvoir unique, une potentialité, celui de pouvoir s'allumer. Passer de vide à occuper, de rien à quelque chose. Ce quelque chose, il l'appela vie. Il l'effaça. C'était la mort. Alors, John avait la vie, John avait la mort, il lui fallait bâtir des ponts, encore. Comment passe-t-on de l'un à l'autre, de l'autre à l'un? Il observa la nature et très rapidement il comprit la première loi, la première règle de la vie. Tout le monde a des parents. À plusieurs, on peut faire un enfant. John, lui, il voulait être quand même original et comme 2 parents pour un enfant, ça avait déjà été pris par un autre genre de Père Noël, il opta pour 3 parents. Il énonça donc la première loi de la grille. Les 3 cellules vivantes, les 3 cellules vivantes sont voisines d'une cellule morte, inerte, alors cette cellule accède à la vie. Il venait de définir la naissance. Ensuite, John observa encore la vie qui grouillait partout autour de lui et qui l'écrasait sauvagement quand elle avait 6 pattes. Et il se demanda, qu'est-ce qui aide une cellule à rester allumée? Comment la vie fait-elle pour rester en vie? Il comprit que la vie, pour rester en vie, avait besoin d'être entourée d'autres vies. C'est ensemble qu'on est plus fort. Il énonça donc la seconde loi de la grille. Une cellule vivante reste en vie si elle est entourée par 2 cellules. Donc une cellule vivante reste en vie tant qu'elle a 2 voisines. Seconde loi de la grille. Alors il faut rester connecté aux autres pour rester vivant. Que faut-il donc pour mourir? La solitude. L'isolement, loin de tous, loin des siens, de la chaleur, loin de toute descendance possible, la mort est assurée. 3e loi de la grille, si une cellule n'a aucune voisine ou n'a qu'une seule voisine, mort pour cause de solitude. Et puis solitude. Mais John ne se laissa pas abuser. Il savait que l'eau avait le feu, que le yin avait le yang, et que la solitude avait la multitude. Il sait que trop de monde tue le monde, et qu'on peut étouffer sous le nombre. Il énonça donc la 4e et dernière loi de la grille. Si une cellule est trop entourée, et donc a 1, 2, 3, 4 voisines, cette cellule meurt.
toute cellule qui a 4 voisines ou plus meurt pour cause de surpopulation. À la fin du 3e jour, John avait donc ces 4 règles simplissimes pour l'existence de la vie dans son monde à lui, la grille. Alors pour tester sa théorie, il avait besoin d'une grille un peu plus grande. Il en conçut donc une sur un ordinateur. C'est avec une extrême appréhension qu'il retrouva la grille. Pour son premier essai, il donna l'impulsion initiale en disposant une douzaine de cellules rassemblées au centre de la grille. Il lança la simulation, permettant au temps de s'écouler et sa colonie se mit à évoluer. À chaque nouveau cycle, des cellules apparaissaient tandis que d'autres disparaissaient. La population évoluait peu à peu. Dans ce monde hostile où être isolé c'est la mort et trop entouré c'est l'étouffement. Génération après génération, le nombre d'individus diminua jusqu'à l'extinction. Quelque chose s'était produit, mais il ne restait rien pour le prouver. Il retenta l'expérience en modifiant très légèrement l'état de départ, 2 cellules, pas plus. Sa population se déploya et se propagea comme une colonie de bactéries qui explorent l'espace. Au bout d'un certain temps, les individus bâtirent quelque chose, une structure stable qui résista au temps pendant 50 générations, puis fut détruite et remplacée par d'autres. Après 150 générations d'une vie effrénée, tout se figea. Sa colonie disparut, mais cette fois, elle ne retourna pas au néant, car elle laissa des traces de son passage, comme les fossiles d'une espèce disparue ou les vestiges d'un monde ancien. John décida de changer de taxi. Il disposa simplement 7 cellules regroupées de manière compacte, comme la graine d'un végétal. Et là, il assista à quelque chose de nouveau. De la symétrie, des formes évolutives, comme une splendide floraison qui laissa 4 graines prêtes à fleurir à nouveau. Était-il sur la bonne voie? John avait conscience que la vie était profondément basée sur l'interaction. Partout autour de lui, les formes de vie interagissent, communiquent, s'entraident, se font la guerre. Il décida alors de disposer 2 graines côte à côte et ainsi peut-être provoquer une interaction entre les fleurs. Il lança la simulation et très rapidement, il découvrit qu'il avait généré un phénomène nouveau, un phénomène cyclique qui se répétait régulièrement comme le battement d'un cœur. John venait de créer du mouvement. Qui dit vie, dit mouvement. Il se rapprochait encore. Le 6e jour, John décida de simplifier encore plus. 5 cellules. Sa population se déploya, fluctua, grandit, et de cette soupe primitive, quelque chose jaillit. De façon totalement inattendue, plusieurs groupements de cellules se détachèrent de l'ensemble pour devenir autonomes, des êtres indépendants, libérés du mouvement collectif qui s'en allait explorer le monde jusqu'à la limite de la grille. Ces autonomes n'avaient pas été codés, ils n'avaient pas été inscrits dans les lois du monde, ils avaient émergé spontanément. Avaient-ils réussi? Avait-il produit de la vie? Depuis que les autonomes étaient apparus, de nouvelles espèces avaient émergé du chaos, une véritable biodiversité numérique. Et parfois, quand 2 individus se rencontraient, leur destin se révélait tragique. John a passé quasiment toute la nuit à observer ces petites créatures s'animer sur son ordinateur. Il était pratiquement prêt à présenter son miracle de Noël devant l'assemblée des pères décideurs de Père Noël, la PDPN. Mais quelque chose, un dernier détail, l'empêchait de le faire. Il savait que toute vie est animée d'une mission vitale, se propager, se reproduire. Ces autonomes étaient-ils capables d'une telle chose? Pouvaient-ils trouver un moyen de se reproduire? Et puis, c'est arrivé. Les autonomes ont réussi. C'était son miracle de Noël. Une semaine après le défi du vieux sage, John s'est rendu à nouveau à l'Assemblée des pères décideurs de Père Noël, la PDPN. Il leur a
dévoiler sa vie synthétique. Ils étaient tous complètement sous le choc. Aucun d'eux n'avait jamais fait mieux. Alors, à ce moment-là, le vieux sage de la dernière fois s'est levé à nouveau, a pris la parole et lui a dit « La vie est le plus gros cadeau que la Terre ait connu. Et toi, tu as réussi à reproduire un peu de sa magie sur un ordinateur. C'est un véritable miracle de Noël. Tu as donc gagné ta place parmi nous et ta hotte et ta culotte rouge. C'est ainsi que John est devenu le premier Père Noël mathématicien. Et pour son premier Noël, il offrit à l'ensemble des habitants de la Terre la possibilité de jouer à Dieu sur un ordinateur. Un simple lien internet et un miracle de Noël à portée de clic. C'était la science à loup.